J'ai besoin d'explorer d'autres options pour être sûr de toi. Sinon, le mariage est annulé, a insisté ma future épouse. J'ai répondu, d'accord. Le lendemain, j'ai tout annulé. J'ai obtenu le remboursement de la bague, j'ai déménagé pendant qu'elle explorait. Elle a téléphoné, paniquée. J'ai dit, le mariage est annulé. Profite. Et j'ai raccroché. Elle me regarda de l'autre côté de la table dans notre restaurant italien préféré, le même endroit où je l'avais demandé en mariage 6 mois plus tôt, et prononça les mots qui mettraient fin à notre relation de la manière la plus spectaculaire possible. Léo, j'ai besoin d'explorer d'autres options avant que nous nous marions. J'ai besoin d'être absolument sûr de toi. Sinon, le mariage est annulé. Je posai mon verre de vin, la regardai droit dans les yeux et prononçai le mot qui allait changer nos vies à jamais, d'accord. Ce qui se passa ensuite prouva que parfois, les réponses les plus silencieuses créent les conséquences les plus retentissantes. Je m'appelle Léo Mercier et j'ai 34 ans. Je dirige un cabinet de conseil en cybersécurité prospère basé à Lyon, spécialisé dans la sécurité informatique pour les entreprises de taille moyenne. J'avais bâti mon entreprise de zéro en 8 ans, commençant dans mon appartement avec un seul client et la développant en une société de 12 employés avec un chiffre d'affaires annuel atteignant les 7 chiffres. Je n'étais pas riche selon les normes des milliardaires de la tech, mais j'étais à l'aise, stable et fier de ce que j'avais créé par un travail acharné et de la discipline. J'ai rencontré Juliette Dubois il y a 3 ans lors d'une conférence technologique à Nice. Elle travaillait dans la gestion événementielle pour le Palais des Congrès, coordonnant la logistique de la conférence où je parlais des menaces émergentes en cybersécurité. Elle m'a abordé après ma présentation avec des questions qui montraient qu'elle avait réellement écouté, pas seulement fait une conversation polie. Nous avons fini par parler pendant 2 heures dans le bar de l'hôtel de tout, de la confidentialité des données à nos sentiers de randonnée préférés. Elle était belle, intelligente, ambitieuse et semblait sincèrement intéressée à comprendre mon travail au lieu de simplement le tolérer comme certaines femmes l'avaient fait dans mes relations passées. Notre relation s'est développée naturellement au cours des mois suivants, à distance au début, avec moi prenant l'avion pour Nice tous les 2 week-ends et elle visitant Lyon lorsque son emploi du temps le permettait. Après 1 an, elle a reçu une offre pour travailler pour une grande entreprise d'organisation d'événements à Lyon, et nous avons décidé qu'elle devait l'accepter. Nous avons emménagé ensemble 6 mois plus tard, partageant le loyer d'une maison de ville sur la presqu'île, même si j'aurais facilement pu nous acheter un logement. Juliette insistait pour contribuer équitablement aux dépenses, disant qu'elle avait besoin de maintenir son indépendance et de ne pas se sentir prise en charge. Je respectais cela, et même l'admirais. La demande en mariage est venue après 2 ans et demi de vie commune. Je l'avais planifiée avec soin, réservant entièrement le même restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous à Lyon, arrangeant un quatuor à cordes pour jouer ses chansons préférées, et même coordonnant avec ses parents pour qu'ils soient disponibles pour une célébration après. Quand je me suis agenouillé et que j'ai ouvert l'écrin à bague contenant le diamant de 2 carats que j'avais passé 3 mois à rechercher et à sélectionner, Juliette a versé des larmes de joie et a dit oui sans hésitation. Sa mère m'a serré dans ses bras et a murmuré « Merci d'avoir rendu ma fille si heureuse ». Son père m'a serré la main et a dit « Bienvenue dans la famille, mon fils ». La planification du mariage a commencé immédiatement. Juliette s'y est jetée à corps perdu avec le même enthousiasme qu'elle apportait à ses événements d'entreprise, créant des tableaux, des calendriers et des listes de fournisseurs. Nous avons fixé la date en octobre, nous donnant 8 mois pour tout planifier. Je la laissais prendre les rênes de la plupart des décisions, apportant mes opinions quand on me le demandait, mais la plupart du temps, me contentant d'apprécier de voir son enthousiasme. Le lieu était réservé, un magnifique domaine des collines lyonnaises avec vue sur le lac. Le traiteur était confirmé, un chef très réputé spécialisé dans la cuisine locavore et de saison. Les invitations étaient conçues et prêtes à être commandées. Mes témoins avaient été choisis. Ces demoiselles d'honneur avaient choisi leur robe. Tout était en bonne voie pour ce que Juliette appelait sans cesse le mariage parfait. Puis vint cette conversation au dîner, 6 semaines avant la date du mariage, la nuit qui révélerait qui était vraiment Juliette sous la surface dont j'étais tombé amoureux. Petite pause pour nos abonnés. Si vous trouvez cette histoire passionnante, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur la gestion des ultimatums relationnels. Votre soutien nous aide à vous apporter plus d'histoires vraies sur des personnes confrontées à des choix impossibles. Maintenant, continuons. Nous étions chez Il Grano, le restaurant italien qui était devenu notre lieu spécial.
J'avais pensé que Juliette voulait discuter des derniers détails du mariage, peut-être confirmer les plans du dîner de répétition ou revoir le plan de table une dernière fois. Au lieu de cela, elle commanda une bouteille de vin coûteux, prit une longue gorgée et se lança dans un discours qui semblait répéter. « Léo, j'ai besoin de te parler de quelque chose de sérieux, commença-t-elle, sans me regarder dans les yeux. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation, au mariage, au fait de passer le reste de ma vie avec une seule personne. D'accord, dis-je, sentant déjà un nœud se former dans mon estomac. Qu'est-ce qui te tracasse? Je n'ai que 29 ans, dit Juliette, me regardant enfin. Je n'ai eu que 3 relations sérieuses dans toute ma vie. Tu es la première personne à qui j'ai dit oui quand il s'agissait de mariage, et cela me fait réaliser quelque chose d'important, je ne suis pas sûr d'avoir assez d'expérience pour savoir que tu es vraiment la bonne personne pour moi. Je posai ma fourchette, mon appétit disparaissant. Que veux-tu dire, Juliette? Je veux dire que je pense que j'ai besoin d'explorer d'autres options avant de nous marier. J'ai besoin de sortir avec d'autres personnes. Voir ce qu'il y a d'autre. M'assurer que ce que nous avons est vraiment aussi spécial que je le pense. Sinon, je passerai tout mon mariage à me demander si je me suis contenté de moi. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. Tu veux sortir avec d'autres personnes 6 semaines avant notre mariage? Pas de façon permanente, dit-elle rapidement. Juste pour un petit moment, peut-être 2 ou 3 mois. Assez longtemps pour que je sois absolument certaine que tu es celui avec qui je veux passer ma vie. Si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre, quelques mois de séparation ne devraient pas avoir d'importance, n'est-ce pas? Je me penchai en arrière sur ma chaise, étudiant la femme que j'avais prévu d'épouser. Et qu'arrive-t-il au mariage qui est prévu dans 6 semaines? Juliette se déplaça inconfortablement. Nous devrions le reporter, évidemment. Mais Léo, si cette relation est aussi forte que tu le dis toujours, reporter le mariage devrait être un petit prix à payer pour ma tranquillité d'esprit. Ne veux-tu pas que je sois absolument certaine avant de m'engager envers toi pour toujours? Ce que je veux, dis-je lentement, c'est que ma fiancée n'ait pas besoin de coucher avec d'autres hommes pour être sûre de vouloir m'épouser. Je n'ai jamais parlé de coucher avec qui que ce soit, protesta Juliette, mais son visage vira au rouge. Je veux juste explorer mes options, voir ce qu'il y a d'autre, m'assurer que je fais le bon choix. Et si tu décides, pendant cette exploration, que je ne suis pas le bon choix, que se passera-t-il alors? Elle tendit la main sur la table pour prendre la mienne, mais je la retirai. Léo, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je suis honnête avec toi au sujet de mes sentiments. N'est-ce pas ce que tu dis toujours vouloir dans notre relation? Honnêteté et communication. Tu as raison, dis-je, ma voix étrangement calme, même si mon cœur battait la chamade. J'apprécie l'honnêteté. Alors, permets-moi d'être complètement honnête avec toi, Juliette. Si tu as besoin d'explorer d'autres options pour être sûre de moi, alors tu n'es pas prête à m'épouser. Et si tu n'es pas prête à m'épouser, nous ne devrions pas être ensemble du tout. Ce n'est pas juste, dit-elle, les larmes lui montant aux yeux. Tu en fais une situation tout ou rien. Tu en as fait une situation tout ou rien quand tu as demandé à sortir avec d'autres personnes 6 semaines avant notre mariage, répondis-je. Je ne fais que reconnaître la réalité de ce que tu demandes. Les larmes de Juliette commencèrent à couler, sa voix s'éleva. Alors, tu dis que si j'ai besoin de ça, c'est fini entre nous? Après 3 ans ensemble, tu jetterais simplement notre relation à la poubelle parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour être sûr. Je fis signe au serveur pour l'addition. Ma décision était déjà prise. Ce que je dis, c'est que je ne serai pas le plan de secours de quelqu'un pendant qu'il cherche mieux ailleurs. Tu veux explorer d'autres options? Très bien. Explore-les, mais fais-le en tant que femme célibataire, pas en tant que ma fiancée. Léo, s'il te plaît, supplia Juliette. Tu réagis de manière excessive. Tout ce que je demande, c'est un peu de temps et d'espace pour être absolument certaine. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre cela? Je sortis mon portefeuille et posai de l'argent liquide sur la table, assez pour couvrir l'addition et un généreux pourboire. Je comprends parfaitement, Juliette. Tu veux la sécurité de savoir que je t'attendrai ici comme un chiot pendant que tu iras voir si tu peux trouver quelqu'un de mieux. Tu veux garder la bague à ton doigt pendant que tu testes d'autres relations. Tu veux tous les avantages des fiançailles sans aucun engagement réel. Et je te le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est tout? Demanda-t-elle, sa voix se brisant.
tu vas simplement mettre fin à notre relation à cause de ça? Tu as mis fin à notre relation au moment où tu as demandé à sortir avec d'autres personnes, dis-je en me levant. J'accepte simplement la réalité de cette fin au lieu de prétendre que nous pouvons y arriver d'une manière ou d'une autre. Profite de ton exploration, Juliette. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je sortis de ce restaurant et rentrai chez moi hébété, mon esprit travaillant déjà sur la logistique de ce qui devait se passer ensuite. Juliette appela mon téléphone cette fois pendant les 20 minutes de trajet. Je ne répondis pas. Elle envoya une douzaine de textos, allant de la colère à l'apologie en passant par la manipulation. Je ne répondis pas. Au moment où je garais ma voiture devant notre maison de ville, je savais exactement ce que j'allais faire. Le lendemain matin, j'ai commencé le processus de démantèlement de notre avenir planifié avec la même efficacité méthodique que j'apportais à mes projets professionnels. Le premier appel fut pour le lieu du mariage. J'ai besoin d'annuler notre mariage d'octobre, dis-je à la coordinatrice d'événements. Oh, non. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, dit-elle avec sympathie. Nous avons une politique d'annulation. Vous perdrez votre acompte, mais nous pouvons vous aider pour le reste. C'est bon. Quelle que soit la politique, je la paierai. J'ai juste besoin que cela soit annulé immédiatement. Vint ensuite le traiteur, le photographe, le DJ, le fleuriste. Chaque conversation fut brève et professionnelle. Oui, je comprenais qu'il y aurait des frais. Non, je n'avais pas besoin d'y réfléchir. Oui, j'étais absolument certain. Le mariage était annulé, et j'avais besoin que tout soit annulé le plus rapidement possible. Juliette était restée chez son amie Claire la nuit précédente, m'envoyant un texto à 2 heures du matin pour dire qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Un timing parfait, en fait. Cela me donna la matinée pour gérer les annulations sans son interférence. La bague était plus délicate. Je l'avais achetée chez un joaillier de luxe dans le centre de Lyon qui avait une politique de non-retour stricte. Mais quand j'expliquai la situation, le propriétaire, un homme âgé et bienveillant nommé Georges, eut pitié de moi. Je ferai une exception cette fois-ci, dit-il. Mais je ne peux vous donner que 70% de ce que vous avez payé. C'est le mieux que je puisse faire. Marché conclu, dis-je, sans même marchander. La perte de 30% valait le fait de ne pas avoir cette bague dans mon tiroir comme un rappel de ma relation échouée. À midi, j'avais annulé le mariage, rendu la bague et contacté une agente immobilière pour vendre la maison de ville. Juliette et moi étions tous les deux sur le bail, mais j'avais versé le dépôt de garantie et avais couvert la majeure partie du loyer, même si elle ne le savait pas. J'avais discrètement subventionné notre style de vie tout en la laissant croire que nous partagions vraiment les dépenses à 50-50e, ne voulant pas heurter sa fierté ou son indépendance. L'agente immobilière était optimiste. Le marché est chaud en ce moment. Vous pourriez probablement vendre cet endroit en 1 mois si vous êtes motivé. Je suis extrêmement motivé, lui dis-je. Faisons-le lister aujourd'hui. Mon associé, Théo, appela vers 13 heures. Mec, qu'est-ce qui se passe? Juliette a appelé le bureau en essayant de te joindre. Elle a l'air hystérique. Le mariage est annulé, dis-je simplement. Longue histoire. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, j'ai une question. Tu as toujours cet ami dans les Alpes qui essayait de nous recruter pour ce contrat? Le projet de cybersécurité à Grenoble? Oui. Pourquoi? Dis-lui que je suis intéressé. Je peux commencer dès qu'il a besoin de moi. Théo resta silencieux un instant. Léo, c'est un contrat de 6 mois minimum. Tu penses sérieusement à quitter Lyon? Je n'y pense pas. Je le fais. J'ai besoin d'un changement d'air et c'est l'occasion parfaite. Peux-tu gérer le bureau de Lyon pendant mon absence? Bien sûr. Mais mec, es-tu sûr de vouloir prendre ce genre de décision juste après une rupture? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, dis-je, et je le pensais. Juliette rentra vers 15 heures, s'introduisant avec sa clé. J'étais dans la chambre, rangeant mes vêtements dans des valises, quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Léo, cria-t-elle. Léo, il faut qu'on parle de la nuit dernière. Je pense que tu as mal compris ce que je te demandais. Je sortis dans le salon avec une brassée de vêtements. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Ses cheveux étaient mal coiffés.
Et elle portait les mêmes vêtements que la veille au soir. Il n'y a rien à mal comprendre, dis-je calmement. Tu veux explorer d'autres options? Je te donne la liberté de le faire. Mais je ne veux pas rompre, dit Juliette en tendant la main vers moi. Je voulais juste un peu de temps pour être sûr. Pourquoi es-tu si extrême? Je ne suis pas extrême. Je suis réaliste. Tu ne peux pas avoir les deux, Juliette. Tu ne peux pas me garder en suspens pendant que tu vois si tu peux trouver quelqu'un de mieux. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations. Elle remarqua les valises. Que fais-tu? Tu déménages. Nous déménageons tous les deux. J'ai mis la maison de ville en vente. Mon agente pense qu'elle se vendra en un mois. En attendant, tu peux rester ici si tu veux, mais je vais dans les Alpes pour un certain temps. Le visage de Juliette devint blanc. Les Alpes? Pour combien de temps? 6 mois, peut-être plus. J'ai une opportunité de contrat à Grenoble que je saisis. Tu ne peux pas simplement partir, dit-elle, sa voix montant à un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous avons un mariage dans 6 semaines. Non, nous n'en avons pas. Je l'ai annulé ce matin. Annuler le lieu, le traiteur, le photographe, tout. Le mariage est annulé, comme tu l'as dit, ça pourrait l'être. Je n'ai jamais dit que je voulais annuler le mariage. Hurla Juliette. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour être sûr. Tu déformes mes paroles. Je cessai de ranger mes affaires et la regardai droit dans les yeux. Juliette, laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu voulais sortir avec d'autres personnes pour explorer tes options, pour voir ce qu'il y avait d'autre, mais tu voulais aussi garder la date de notre mariage au calendrier. Comment cela était-il censé fonctionner exactement? Elle ouvrit la bouche, puis la ferma, puis l'ouvrit de nouveau. Je pensais que nous pourrions le reporter, le déplacer au printemps prochain, peut-être. Me donner quelques mois pour travailler sur mes sentiments. Pendant que tu travailles sur tes sentiments en sortant avec d'autres hommes. Tu fais que ça sonne si terrible, protesta-t-elle. Beaucoup de couples font des pauses avant de se marier. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, dis-je calmement. Ça veut dire que tu n'es pas prête à t'engager envers moi. Et c'est bien, Juliette. Tu as 29 ans. Tu as le droit de ne pas être prête. Mais j'ai 34 ans et je suis prêt. J'étais prêt à t'épouser, à construire une vie avec toi, à m'engager complètement envers toi. Le fait que tu ne sois pas prête signifie que nous sommes à des points différents, et je ne vais pas attendre en espérant que tu y arriveras un jour. Alors, tu abandonnes notre relation? Demanda Juliette, les larmes coulant sur son visage. Après tout ce que nous avons traversé, tu t'en vas simplement? Tu es la première à être partie, lui rappelai-je. C'est toi qui as dit que tu avais besoin d'explorer d'autres options. Je te facilite simplement la tâche en me retirant de l'équation. Je ne veux pas que tu te retires de l'équation, sanglota-t-elle. Je veux que tu comprennes ce que je traverse, que tu me soutiennes pendant que je comprends mes sentiments. Et je veux une fiancée qui n'ait pas besoin de sortir avec d'autres personnes pour être sûre de vouloir m'épouser, répondis-je. On dirait que nous voulons tous les deux des choses que nous n'obtiendrons pas. Je finis de ranger mes nécessités immédiates et les charger dans mon camion. Juliette me suivit dans la maison de ville, alternant entre pleurs, cris et tentatives de négocier un compromis. J'ignorais la majeure partie, concentré sur la tâche à accomplir. Avant de partir, je posai ma clé de la maison sur le comptoir de la cuisine. Les charges sont payées jusqu'à la fin du mois. Après cela, tu devras les gérer toi-même ou déménager. L'agente immobilière te contactera pour les visites. Essaie de garder l'endroit propre. Léo, s'il te plaît, supplia Juliette une dernière fois. Ne fais pas ça. Nous pouvons y arriver ensemble. Je t'aime. Je la regardai, cette femme avec qui j'avais prévu de passer ma vie, et ne ressentis rien d'autre qu'une froide et claire certitude que je faisais le bon choix. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas besoin d'explorer d'autres options. Au revoir, Juliette. Je partis en voiture de cette maison de ville et ne regardai pas en arrière. En soirée, j'étais enregistré dans un appart-hôtel près de mon nouveau bureau, commençant le processus de relocalisation de toute ma vie. Juliette appela et envoya des textos constamment pendant les 48 heures suivantes. Je répondis à un appel, le gardant bref. Léo, j'ai fait une erreur, dit-elle immédiatement. Je ne veux pas explorer d'autres options.
Je n'ai pas besoin de sortir avec qui que ce soit d'autre. Je suis sûr de toi. Pouvons-nous s'il te plaît juste en parler? Tu étais assez sûr d'avoir besoin d'explorer pour être prête à risquer toute notre relation, dis-je. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur à quel point tu es réellement sûr de moi. La réponse est non, Juliette. C'est fini. Profite de ton exploration. Je raccrochai et bloquai son numéro. Ses amis commencèrent à appeler ensuite. Claire, Manon et Solène. Toutes essayant de me convaincre que j'étais déraisonnable, que Juliette avait juste eu froid aux yeux, que je jetais une bonne relation à la poubelle pour rien. Elle a demandé à sortir avec d'autres personnes 6 semaines avant notre mariage, dis-je à Claire, la seule à qui j'ai pris la peine de m'expliquer. Si c'est rien pour toi, alors nous avons des définitions de rien très différentes. Elle avait juste peur, argumenta Claire. Le mariage est un engagement important. Et elle avait une nervosité pré-mariage normale. Tu es cruel de la couper complètement. Ce qui est cruel, c'est de demander à ta fiancée d'attendre pendant que tu vois si tu peux trouver quelqu'un de mieux, répondis-je. Je ne fais pas ça pour punir Juliette. Je fais ça parce que je mérite quelqu'un qui est absolument certain de moi sans avoir besoin d'explorer d'autres options d'abord. Si ce n'est pas Juliette, tant pis. Mais je ne vais pas perdre plus de temps à espérer qu'elle y arrivera un jour. Le contrat de Grenoble commença 2 semaines plus tard. Je pris l'avion un lundi matin, trouver un appartement meublé dans le quartier des Antiquaires et me jeter à corps perdu dans le travail avec une intensité qui me surprit moi-même. Le nouveau projet était stimulant, exactement ce dont j'avais besoin pour occuper mon esprit. Des journées de 12 heures devinrent normales. Le travail le week-end devint routine. Mon client était ravi de mon dévouement et des résultats que je produisais. Théo géra le bureau de Lyon brillamment, prouvant que j'avais eu raison de le prendre comme associé il y a des années. Nous avions des appels vidéo 2 fois par semaine pour examiner les projets en cours et coordonner les communications clients. Il ne parlait jamais de Juliette sauf si je le faisais, ce que j'appréciais. La maison de ville se vendit en 3 semaines, légèrement au-dessus du prix demandé. Mon agente immobilière géra tout à distance, et je signais les documents électroniquement. Juliette avait déménagé entre-temps, retournant vivre chez ses parents. Selon Claire, qui se sentait apparemment obligée de me tenir informé malgré mon manque d'intérêt, un mois après notre rupture, Juliette elle-même se présenta à mon bureau à Grenoble. J'étais en réunion quand ma secrétaire, Patricia, frappa à la porte de la salle de conférence avec une expression désolée. « Je suis désolé de vous interrompre, mais il y a une Juliette Dubois dans le hall qui dit être votre fiancée et a besoin de vous parler d'urgence. » Mon ex-fiancée, la corrigeai-je. Et non, je n'ai pas besoin de lui parler. Veuillez lui dire que je suis indisponible et lui demander de partir. Patricia hocha la tête et sortit. J'essayais de me reconcentrer sur la réunion, mais mon esprit s'emballait. Comment Juliette savait-elle que j'étais à Grenoble? Qui lui avait dit où était mon bureau? À travers le mur vitré de la salle de conférence, je pouvais voir Patricia à son bureau, ayant clairement une conversation difficile au téléphone avec la sécurité du bâtiment. La réunion se termina 20 minutes plus tard. Patricia s'approcha de mon bureau alors que je rangeais mon ordinateur portable. « Je suis désolé pour ça, monsieur Mercier. » Elle a d'abord refusé de partir. Elle a dit qu'elle attendrait toute la journée si nécessaire. La sécurité du bâtiment a dû l'escorter dehors. Ce n'est pas de votre faute, Patricia. Merci de l'avoir géré. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Je n'aurais pas dû regarder, mais la curiosité l'emporta. Léo, j'ai fait tout le chemin jusqu'à Grenoble pour te voir. Le moins que tu puisses faire est de me donner 5 minutes pour m'expliquer. J'ai fait une erreur. Une énorme et terrible erreur. Je ne veux explorer rien d'autre qu'un avenir avec toi. S'il te plaît, parle-moi. Je loge à l'hôtel Beau Rivage si tu changes d'avis. Chambre 412. Je t'attendrai. Juliette. Je supprimai le texte et bloquai le numéro. 2 jours plus tard, Théo appela avec des nouvelles. Juliette s'est présentée au bureau de Lyon aujourd'hui. Elle a fait tout un scandale, en fait. Elle a exigé de savoir comment te joindre. Elle a dit que tu ignorais ses appels et ses textos. Je lui ai dit que je ne pouvais pas donner tes informations personnelles et je lui ai demandé de partir. Elle a fondu en larmes dans le hall. C'était assez mal à l'aise.
Je suis désolé que tu aies eu à gérer ça, dis-je. Si elle revient, appelle la police. Je veux une ordonnance restrictive si nécessaire. Ça n'en arrivera pas là, m'assura Théo. Je pense qu'elle a compris le message. Elle avait l'air assez vaincue quand elle est partie. 3 mois après le début du contrat de Grenoble, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Amélie Delacroix, et elle était la directrice des systèmes d'information, DSI, de l'une de nos entreprises sous-traitantes. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion de coordination de projet et avons fini par prendre un café après pour discuter des protocoles d'intégration. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en rendez-vous régulier. Amélie était brillante, drôle, franche et absolument certaine de ce qu'elle voulait dans sa vie personnelle et professionnelle. Je ne joue pas de jeu, me dit-elle lors de notre 3e rendez-vous. J'ai 32 ans. Je sais ce que je cherche chez un partenaire, et je ne suis pas intéressé à perdre mon temps dans des relations qui ne mènent nulle part. Si c'est trop intense pour toi, dis-le-moi maintenant. C'est exactement ce que je cherche, dis-je honnêtement. Je viens de sortir d'une relation avec quelqu'un qui ne pouvait pas décider ce qu'elle voulait. Ta clarté est incroyablement rafraîchissante. Amélie sourit. Bien. Alors, voyons où cela nous mène. 4 mois après avoir quitté Lyon, j'ai reçu un email de Juliette. Il était long, décousu, rempli d'excuses, d'explications et de déclarations d'amour. Elle admettait avoir fait une terrible erreur, qu'elle avait réalisé trop tard à quel point nous étions parfaits ensemble, qu'elle avait eu froid aux yeux et peur de l'engagement, mais qu'elle avait surmonté tout cela avec une thérapeute. Elle me suppliait de lui donner une autre chance, promettait de passer le reste de sa vie à se racheter, disait qu'elle ferait n'importe quoi pour prouver qu'elle était prête à s'engager complètement envers moi. Je le lus une fois, puis le supprimai sans répondre. Il n'y avait rien à dire. Juliette m'avait montré qui elle était vraiment cette nuit-là chez Il Grano, et je l'avais cru. Tout le reste n'était que du bruit. Amélie et moi sortions ensemble depuis 2 mois quand je lui ai raconté l'histoire complète de Juliette. Nous dînions chez elle, et elle m'avait posé des questions sur mes relations précédentes. Je lui ai tout exposé, la demande en mariage, la planification du mariage, la demande d'exploration, l'annulation immédiate de tout. Waouh, dit Amélie quand j'eus fini. Ça a dû être dévastateur. Ça l'a été, admettais-je, mais ça a aussi été éclairant. J'ai réalisé que j'avais été tellement concentré sur la construction d'une vie avec Juliette que j'avais manqué tous les signes qu'elle n'était pas aussi investie que moi. La demande d'exploration n'était que la confirmation finale de quelque chose que j'aurais dû voir plus tôt. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré ça parfaitement, dit Amélie. Tu t'es assez respecté pour partir de quelqu'un qui ne te valorisait pas comme tu le méritais. Cela demande une vraie force. 6 mois après avoir quitté Lyon, le contrat de Grenoble fut prolongé de 6 mois supplémentaires. J'acceptai immédiatement. Ma vie dans les Alpes était bonne. Vraiment bonne. Le travail était épanouissant. Amélie et moi devenions sérieux, et j'avais construit un cercle d'amis grâce à des groupes de randonnée et à la salle d'escalade locale. Lyon semblait appartenir à une vie antérieure, une vie que j'avais dépassée et laissée derrière moi. Théo m'appela au 7e mois avec des nouvelles intéressantes. Je pensais que tu devrais savoir que Juliette s'est mariée le week-end dernier. Je restai silencieux un instant, traitant l'information. C'est rapide. Oui. Apparemment, elle a rencontré un homme 2 mois après ton départ. Banquier d'affaires ou quelque chose comme ça. Ils ont eu une romance éclair et il l'a demandé en mariage après 3 mois. Le mariage a eu lieu au country club de ses parents. Une grande affaire coûteuse, selon des amis communs. Tant mieux pour elle, dis-je, et je le pensais. J'espère qu'elle est heureuse. Ça va ? Demanda Théo avec prudence. Je vais très bien, en fait. Je vois quelqu'un ici à Grenoble, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et n'a pas besoin d'explorer d'autres options pour en être sûr. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Amélie et moi nous sommes fiancés après 1 an de relation. Une demande en mariage simple, juste nous deux sur un sentier de randonnée près du parc national de la Vanoise. Aucune mise en scène élaborée, pas de quatuor à cordes, juste moi demandant à la femme que j'aimais si elle voulait passer sa vie avec moi et elle disant oui sans hésitation ni condition. Le mariage fut petit, seulement la famille proche et les amis intimes, dans un chalet de montagne avec vue sur les Alpes.
Rien à voir avec la célébration élaborée dans les collines lyonnaises que Juliette et moi avions planifiée. C'était mieux, plus authentique, plus nous. Pendant la réception, mon frère Jacques me prit à part. Mec, je dois dire que j'étais inquiet pour toi après l'histoire avec Juliette, mais te voir avec Amélie, je ne t'ai jamais vu aussi heureux. C'est parce que je n'ai jamais été aussi heureux, dis-je honnêtement. Ce que Juliette a fait a été la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Ça m'a libéré pour trouver quelqu'un qui était réellement prêt pour le genre d'engagement que j'offrais. 2 ans après avoir quitté Lyon, j'ai reçu un message Facebook de Juliette. Je ne l'avais jamais bloquée sur les réseaux sociaux, principalement parce que j'avais oublié qu'elle y était. Le message était court. Factuel. Léo, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, et je ne cherche rien de ta part. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé de la façon dont j'ai géré les choses. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Et j'ai passé les 2 dernières années à comprendre pourquoi j'ai saboté quelque chose de bien. Je suis marié maintenant à quelqu'un d'autre, mais pour être honnête, ce n'est pas toi. Je me suis contenté de la sécurité au lieu de l'amour. Et je pense à la vie que nous aurions pu avoir chaque jour. J'espère que tu es heureux. Tu le mérites, Juliette. Je montrai le message à Amélie. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Elle le lut attentivement, puis me rendit mon téléphone. Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Si tu veux répondre, réponds. Si tu ne veux pas, ne réponds pas. De toute façon, je suis assez en sécurité dans notre relation pour ne pas être menacé par les regrets de ton ex-fiancé. J'y réfléchis pendant une journée, puis je tapai une réponse simple. Juliette, j'apprécie tes excuses et je les accepte. J'espère que tu trouveras la paix avec tes choix. J'ai trouvé la mienne et je suis très heureux. Prends soin de toi. J'appuyai sur envoyer et fermer définitivement ce chapitre de ma vie. Amélie et moi avons construit une belle vie à Grenoble. J'ai finalement vendu ma participation dans l'entreprise lyonnaise à Théo et j'ai lancé une nouvelle entreprise dans les Alpes. Nous avons acheté une maison à la montagne, adopté 2 chiens de refuge, et passé nos week-ends à faire de la randonnée, de l'escalade et à vivre la vie que nous avions toujours voulu. Avec le recul, je suis reconnaissant pour ce dîner chez Il Grano. Juliette qui demandait à explorer d'autres options a été le catalyseur dont j'avais besoin pour explorer mes propres options, pour découvrir le genre de vie que je pouvais construire quand je n'essayais pas de me conformer au plan de quelqu'un d'autre. Elle voulait la certitude. Et ironiquement, elle m'a donné exactement cela. La certitude que je méritais quelqu'un qui était sûr de moi dès le début. La certitude que s'éloigner de la mauvaise relation était le seul moyen de trouver la bonne. Et la certitude que parfois, la meilleure chose que l'on puisse dire quand quelqu'un demande quelque chose de déraisonnable est un simple mot, d'accord.